écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Janssen. Bonjour à tous les auditeurs de ma chronique La parole au langage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre connaissance de l'unique musée européen du langage, Mondolingua. Il se situe dans une petite rue parisienne qui a son charme, où je me trouve en ce moment même. Nous avons rendez-vous avec Ilona Ponavikova, la conservatrice et directrice des collections. Ilona Ponavikova, bonjour. Vous êtes donc la conservatrice et directrice des collections du musée Mondolingua. Alors on trouve cette appellation Musée des langues, du langage et de la linguistique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Donc on a pris cette distinction saussuréenne entre le langage et la langue du monde en tant que point de départ de l'aménagement de nos espaces. Donc quelle est cette distinction ? On utilise le mot langage pour désigner la faculté de l'être humain de s'exprimer par la parole articulée. Et après, il y a les langues ou la langue qui sont les exemples du langage humain. C'est des systèmes concrets comme le français et l'anglais. Donc, il y a un langage humain, plus ou moins 6500 langues dans le monde. Nous avons 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée qui est consacré au langage. Le sous-sol est consacré aux langues. D'accord, merci. Alors, pour commencer, je crois savoir que le musée est assez récent. Il a ouvert ses portes l'année dernière, c'est ça ? Il a ouvert ses portes le 11 octobre 2013. D'accord. Et c'est un projet réfléchi depuis un certain temps, je crois. C'est une association qui a été montée avant cela. L'association a été montée en 2010, si je ne me trompe pas, mais le projet a germé dans la tête de son fondateur il y a 20 ans. En fait, c'était le rêve de sa vie qu'il a réalisé récemment. D'accord, donc Marc Oremland en est le propriétaire. Il vous a appelé pour penser les collections, j'imagine. En fait, on s'est rencontrés complètement par hasard pour d'autres projets. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il m'a proposé de monter avec lui ce musée. Et en fait, c'était à l'époque où il a possédé une agence de voyage qui logeait dans les locaux de ce musée. D'accord. Et en fait, à la fin, il a vendu son agence de voyage à son plus grand concurrent et il a mis le musée dans ses locaux. Et tout au début, j'étais dans le bureau des comptables de cette agence qui est là où nous sommes assis maintenant. C'était là mon bureau où j'avais l'accès à Internet, une première liste de sujets à traiter, les bouquins, le cahier, le stylo. C'est comme ça que tout a commencé. D'accord. Et donc vous êtes linguiste au départ ou ? Oui, j'ai étudié la langue tchèque dans mon pays natal à Prague avec l'idée que j'allais devenir une prof de tchèque. J'ai fait le serbo-croate avec, donc j'ai du master de ça. Et après, j'ai étudié aussi les sciences de langage à l'EHESS à Paris. D'accord. Très bien. Et vous êtes guide ici, en plus d'être la conservatrice ? Je ne sais pas si on peut dire vraiment la guide, parce qu'on ne fait pas des visites guidées classiques comme dans d'autres musées, mais nous avons conçu quelques ateliers autour du langage et des langues du monde. Donc c'est quelque chose à mi-chemin entre une visite guidée et un atelier pédagogique pour sensibiliser les gens à la question des liens de parenté entre les langues ou de la diversité sonore, des mécanismes fondamentaux du langage humain, etc. Et vous parlez justement d'ateliers, donc vous organisez justement des séances d'ateliers Tout à fait. En fait, on a commencé à faire ça surtout pour les scolaires. Donc on a contacté les collèges, les lycées de l'Île-de-France. Maintenant, on vient d'ajouter des activités pour les primaires aussi. Et au début, il y avait 2 ateliers. Donc, l'un s'appelait l'articulation et la diversité sonore des langues, l'autre les liens de parenté entre les langues. À la rentrée 2014, on en a ajouté 3 autres, un sur les bases de la sémantique, un deuxième sur les écritures et un troisième sur les théories et les mythes des origines du langage. Et on a commencé à faire ça avec les classes, mais après, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est pertinent même pour le grand public, les adultes. Donc, on fait ça avec les groupes qui réservent les visites guidées, on fait plutôt ça. D'accord. Alors, quand on rentre, on peut être agréablement surpris par cet aspect chaleureux qui relève presque du chalet avec tout cet aspect en bois. Et très vite, avant même de commencer véritablement la visite, on aperçoit tous ces objets disposés.
C'est vrai qu'on peut se demander, en allant visiter un musée du langage, un concept complètement abstrait, si vous êtes d'accord avec moi, comment on peut se demander sous quelle forme il va être proposé, ce langage, puisque c'est un musée. Ici, on peut apercevoir donc différents dispositifs. Vous avez eu recours à des artistes, j'imagine, pour les créer? Ça dépend de ce que vous appelez par des artistes. C'était des artistes artisans. En fait, l'idée de l'aménagement des espaces, c'était vraiment Marc, le fondateur, qui l'a eu. C'est aussi lui qui a trouvé la majorité des objets. C'était lui qui a imaginé comment les poser dans les endroits. En fait, il est loin d'être juste le fondateur qui donne l'argent et après c'est tout. Il est passionné. Je ne sais pas s'il est passionné, mais il est curieux. Et il a énormément d'idées. C'est plutôt quelqu'un qui a énormément d'idées et qui les met en place que quelqu'un qui est passionné mais qui ne sait pas que faire avec sa passion. C'est des choses un peu différentes. Et après, il y a des objets. Par exemple, vous avez vu les arbres de bois au sous-sol qui représentent la langue du monde. Donc, c'était l'équipe de Mundolingua, en fait, qui les a fait. Donc, il y avait un vrai artiste, un ébéniste qui a découpé les arbres. Mais après, pour tout ce qui était couper les feuilles en cuir, noter le nom des langues, les coller dans des bons endroits, c'était l'équipe de l'association. D'accord. On peut peut-être s'approcher un peu. D'accord. Ok. Personnellement, quand je suis rentrée la première fois, j'avais tout de suite été subjuguée par l'incroyable arbre syntaxique qui se trouve juste derrière. Là. Oui, qui est caché maintenant parce qu'on l'a enlevé à cause de manque de place. Ah bah oui, c'est vrai qu'avec cet atelier juste derrière. Alors, il y a un ordre. Vous disiez que le langage est traité en haut et la langue en bas. Donc là, on trouve le côté syntaxe, c'est ça? Pardon, ici. En fait, pas seulement la syntaxe. Le parcours va dans ce sens de droite à gauche, donc contre l'aiguille de... D'accord, le sens des aiguilles d'une montre. Ça commence par la définition linguistique de base. D'accord. Après, on a la communication des animaux pour montrer justement comment le langage humain s'en distingue. Après, il y a un grand coin qui est consacré au son du langage parce que c'est quand même ça, les consonnes, les voyelles qui sont les unités fondamentales. Donc, il y a une grande tête en bois qui est reliée avec le tableau phonétique international où on peut appuyer sur les phonèmes, on voit où ça se prononce. Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous donnez un exemple? On va donner un exemple, ça serait intéressant, par exemple. Donc là, une consonne un peu étrange, mais qui existe pourtant dans la langue coréenne, par exemple. Un trill, donc ici on peut appuyer sur les consonnes, les voyelles, voir les exemples à travers les langues du monde, des mots où ces consonnes et voyelles apparaissent, et en même temps, ça s'allume sur le modèle de la tête en bois dans l'endroit de la prononciation. Donc après, il y a un écran et des objets qui illustrent tout ce qui est la phonétique, la phonologie. Après, il y a un autre où il y a des quiz sonores où il faut deviner des langues ou des accents. Et après, on vient vers ce qui accompagne la parole articulée, donc ce qui est les intonations, le contexte, etc. Et après, la grammaire. Parfois, en France, on met à l'égalité la grammaire et la syntaxe. Dans d'autres écoles linguistiques, la syntaxe fait partie de la grammaire. Donc là, c'est la grammaire en général. La syntaxe est traitée dans son cadre. Encore vers le gauche, c'est tout ce qui est... Là, on passe au niveau de l'étude des mots. Donc, on passe des sons vers les mots. Donc, c'est tout ce qui est la lexicologie, la lexicographie. Et à gauche, tout à gauche du rez-de-chaussée, on a la sémantique, la sémiologie. D'accord. Et je crois qu'il y a une petite bibliothèque aussi là-bas. Il y a une minuscule bibliothèque qui est dans la salle consacrée à l'apprentissage des langues et à l'acquisition de la parole. D'accord. Mais elle est minuscule parce qu'on n'a pas voulu doubler le travail des milliers de bibliothèques parisiennes qui ont des fonds très riches, même en ce qui concerne la linguistique. Oui. Donc c'est une micro-bibliothèque avec un petit banc écolier. D'accord. Et tout le monde peut s'y installer pour se renseigner justement avec cette petite bibliothèque, c'est tous ces livres. J'ai vu aussi une pièce cinéma desservie par l'escalier. On peut y aller? D'accord, on y va. C'est comme on a une micro-bibliothèque, on a un micro-cinéma avec 3 places. Alors, il est très plaisant justement cet escalier, voilà, ici. On a l'impression qu'il semble être conçu pour un voyage dans le temps. C'est ça? Presque. En fait, c'est un escalier qui est consacré au mythe de la tour de Babel.
Donc sur les murs, il y a plusieurs représentations de la tour de Babel et au milieu, il y a un modèle de la tour de Babel à nous. Et à l'intérieur, nous avons installé les objets ayant servi à la transmission de la parole. D'accord. Je vois aussi un pigeon qui symbolise, j'imagine, le pigeon voyageur. Oui. Donc le micro-cinéma est juste ici. Donc on a une petite bibliothèque des films ayant pour sujet le langage. Et les gens qui ont déjà vu tout dans le musée peuvent s'asseoir ici et regarder le film. D'accord. Alors on va descendre au niveau langue. Encore la tour de Babel. Donc, en descendant au niveau langue, le premier écran sur lequel on tombe est justement l'écran consacré aux théories et aux mythes des origines du langage. Parce qu'à part le mythe de la tour de Babel, il y en a beaucoup d'autres à travers le monde qui racontent ça. Il y a chez les Amérindiens, chez les Australiens, chez les Hindous, en Afrique. Donc on parcourt un peu tout ça. Après, il y a des écrans sur les langues et les religions et l'étymologie, l'évolution des langues. Et après, on entre vraiment dans la grande pièce où on a les choses portant sur la diversité des langues, les politiques linguistiques, les questions de ce que c'est une langue, qu'est-ce que c'est un dialecte, etc., les écritures. Et vous parliez de ces arbres de langue tout à l'heure. Ouais. Ici, je les vois au-dessus de moi. C'est vrai que c'est magnifique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a 7. Donc, les langues du monde n'apparaissent pas isolées les unes des autres. Il y a les branches et les grandes familles linguistiques. Donc, le français fait partie de la branche latine de la famille indo-européenne, mais il y a des familles semblables un peu à travers le monde entier et nous avons essayé de découper les modèles en bois qui représentaient ces familles. Donc on a un modèle des langues indo-européennes, mais on a aussi un modèle des langues Niger-Congo, un des langues austronésiennes, un des langues sino-tibétaines, un autre pour les langues afro-asiatiques ou chamito-sémitiques, où on a des langues comme l'hébreu, l'arabe, etc. Et là, on peut voir le cactus qui représente les langues amérindiennes. Et alors le tchèque, ça rentre dans quoi? Dans quel arbre? Le tchèque, c'est dans l'arbre indo-européenne, mais pas sur la branche latine, mais sur la branche slave. D'accord. Et donc il y a différents modes sensoriels dans ce musée. Vous parliez tout à l'heure, vous nous avez fait écouter les sons de consonnes. Ici, il me semble qu'on peut prendre connaissance du braille. Oui, tout à fait. Alors vous pouvez peut-être nous le décrire? Une alcôve, vous dites? Oui, on dit une alcôve. En fait, une alcôve, c'est un système construit avec des palettes en bois où on a toujours un écran tactile interactif accroché et des objets qui servent à illustrer le sujet. Donc le braille, il y a des textes, des vidéos à lire là-dessus, mais on a installé aussi une ancienne machine à écrire en braille qui malheureusement ne fonctionne plus parce que quelqu'un a arraché un fil qui est un peu nécessaire pour son fonctionnement, mais bon, au moins on peut regarder. Et on a installé ici également une illustration du braille tactile où les gens peuvent voir les lettres en alphabet visible, mais elles peuvent toucher les points. Et après, en bas, on a mis une petite étagère cachée où les gens peuvent essayer de lire deux lignes en braille. Et après, il y a la solution, ils peuvent vérifier s'ils ont Oui, bien il y a beaucoup d'exercices, j'ai l'impression, dans ce musée. Vous nous faites travailler. Un peu. Alors par contre, je vois quand même une machine à café au loin. Donc on peut y faire une pause avec un de vos livres, justement. Tout à fait. Avec un de nos livres ou avec notre Scrabble géant dans les 5 langues. Oui, c'est vrai, il y a des... Ouais, on a fait un Scrabble géant en anglais, en français, en espagnol, en russe et en arabe. Et à côté de la machine à café et du canapé, il y a une énorme moquette avec le champ pour le Scrabble. Donc on peut faire ça. Mais il y a aussi plein de jeux de société liés au langage qui sont sur l'étagère derrière le canapé. D'accord. On peut passer toute l'après-midi si on veut. C'est vrai, toute la journée même. Toute la journée. Je sais que vous organisez des conférences. Vous avez des exemples à nous citer de conférences passées? Oh oui, donc des conférences passées, il y en avait sur le verlan. On a fait un stage de verlan. Ou bien il y a 2 semaines, il y avait une conférence sur les enfants sauvages et le langage. Le 19 mars, il y en aura une sur les langues des signes. Après, au mois d'avril, il y aura une sur le nushu. C'était une écriture secrète des femmes d'une région en Chine. Le nushu. Nushu, oui, ça s'appelle nushu.
Après, au mois de mai, ça sera un sujet qui est très lié à l'histoire et à la réalité de Paris d'aujourd'hui. Ça s'appelle Paris-Babel et on veut profiter du fait que dans les rues de Paris, on peut entendre des centaines de langues différentes. Donc il y aura une conférence sur ça. Voilà, c'est toujours dans ce genre. C'est marrant ce que vous dites parce que nous, on est du Nord-Pas-de-Calais, à Radio Plus. Et donc, effectivement, nous aussi, on peut entendre beaucoup de langues différentes dues à l'immigration des migrants. Ah, je ne suis pas dans le camp, d'accord. Voilà. C'est honnête. Je suis moi-même d'origine polonaise. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Mais c'est honnête, c'est la seule origine ou c'est la seule langue étrangère que j'imagine par rapport aux étrangers dans le Nord. D'accord. D'accord. Alors, Ilona Ponavikova, il va nous falloir terminer cet entretien. Pardon, décidément. Alors, je voudrais situer le musée, si vous pouvez le situer, donc l'adresse, s'il vous plaît. Oui, donc il est situé à 10 rue Servandoni, à Paris, dans le 6e. Le plus simple est de descendre à la station de métro Saint-Sulpice de la ligne 4. Allez voir l'église Saint-Sulpice, longer son côté droit et au milieu du mur droit de l'église Saint-Sulpice, tourner encore à droite et voilà, on est presque. En fait, c'est très simple, en réalité. Si. Et le numéro de téléphone, c'est le 01 56 81 65 79. Tout à fait. Et pour vous joindre par mail, c'est contact@mundolingua.org. D'accord, merci. J'en profite pour stipuler qu'il existe un site internet si vous voulez retrouver toutes les informations pratiques. Vous avez autre chose à ajouter peut-être ? Merci d'être venu et avoir. Merci à vous. Merci Ilona Ponavikova, conservatrice et directrice des collections, d'avoir accepté mon invitation et je vous souhaite une bonne continuation. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étire hérissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et à pas passer. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour l'effacer. Là j'ai là du bout des doigts d'aussi le son si tu médites des fois tu fasses firmement une note cassée. Casser on n'allait plus jamais dans la c'est la musique a fini mélodie qui vit et file la main sans baler casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour l'effacer. Là j'ai là du bout des doigts d'aussi le son si tu médites des fois tu fasses firmement une note cassée. Casser on n'allait plus jamais dans la c'est la musique a fini mélodie qui vit et file la main sans baler casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer le passé dépaysé. Vas-y les vasif, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit mais il a la question comme t'es subito da Pascumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, on dit désir ici, l'efficace est à pas passer. Et si loneliness dispare tu langage, t'aimerais come bec, qu'un désir ambitieux, assurément libère, tout de l'animal sauvage, la cause, come te la hate. Poco buona, tu che truca, tu che traca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe mi un coppa fit caburut. E in quel copa tu che truca, tu che tacca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe mi un cappelut. C'était André Mainviel qui chantait Indifférence. Merci encore à Ilona Ponavikova pour nous avoir fait découvrir le musée Mundolingua. Vous pouvez retrouver les informations pratiques sur la page Facebook de la chronique La parole au langage. Tout de suite, un mot à dire.
Libertinage. Attesté par l'Académie française en 1694, ce mot nous trompe aujourd'hui. Son étymologie même tend à nous le prouver. Libertinus signifie en latin affranchi, esclave libéré. En fait, dès le XVIIe siècle, le libertinage désigne l'attitude d'une personne affranchie des croyances religieuses et dogmatiques. Une personne qu'on appellera libertin, qui va critiquer la religion et le dogme et qui va refuser donc leurs contraintes. Ce n'est qu'avec le temps que le dérèglement des mœurs, le goût de l'aventure et la libre pensée seront réduites à l'idée de mœurs libres, de non-retenue au plaisir de la chair. Il est important et intéressant de se rappeler que le libertinage a pour sens premier non pas une attitude de jeune fou, ou de vieux fou si on veut parler d'actualité, mais, et je cite, un vaste mouvement au XVIIe siècle où confluent les tendances les plus diverses, les courants d'idées les plus puissants de l'Europe intellectuelle selon Adam. Et l'auteur de continuer, le libertin n'admet qu'une faculté de connaître, la raison, organe de la critique individuelle. Il l'oppose fortement à l'autorité et à la tradition. Adam écrit cela dans son ouvrage dédié à Théophile de Viau. Si Machiavel ou Sade sont des écrivains à citer ici, nous pouvons aussi parler de ce Théophile de Viau. Au début du XVIIe siècle, cet homme est poète. Il décide de créer un groupe de jeunes nobles, contestataires et libertins. Dénoncé, et ce plusieurs fois, il sera, lui et ses amis, arrêtés et emprisonnés. Et ce n'est qu'un exemple. Voilà, merci à Julien Maille pour la proposition de son mot « libertinage ». Voilà, c'est la fin de la chronique et j'espère qu'elle vous aura été enrichissante, instructive. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations, des propositions, et puis n'hésitez pas à proposer votre mot que j'attendrai sur la page Facebook de la chronique La parole au langage. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'une écoute agréable de la suite de l'émission de Christophe Sueur, La vie des livres. Merci.